Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble la place vraiment omniprésente des chats dans notre culture. Oui, bonjour. On a pas mal de sources différentes, hein. Cinéma, animation, littérature. Exactement, séries, pubs, même des discussions en ligne. L'idée, c'est de comprendre un peu pourquoi on est si fasciné par eux. Et comment ils sont représentés? Héros attachants, figures mystérieuses, parfois comiques. Voilà, du compagnon idéal à la créature un peu énigmatique. Et cette fascination, elle date pas d'hier, hein. Pensez à Bastet en Égypte, ou même au Japon avec les Bakeneko, ces chats qui se transforment. Ah oui, c'est vrai, leur symbolique est hyper riche et ça évolue tout le temps. Tout à fait. Alors, si on commence par le début, l'animation. Félix le chat, 1919. Incroyable, oui. C'est fou de se dire qu'un chat était déjà une star du muet en noir et blanc. Son premier film, Félines Folies, il est dans le domaine public maintenant. Il a vraiment ouvert la voie. Et puis, assez vite, on est passé à l'humour plus physique, le slapstick. Ah oui, Tom et Jerry. Exactement. Tom et Jerry en 1940, et puis Sylvestre, grosse minée, quoi, en 42. Là, c'est la poursuite, la violence exagérée, mais Mais ça reste drôle, cartoonesque. voilà, sans vraies conséquences. Et après, il y a Disney qui arrive et qui complexifie un peu les personnages, non? Oui, tout à fait. Le chat du Cheshire, dans Alice, en 51, Lui, il est particulier. Un peu philosophe, surréaliste. avec son pouvoir de disparaître. C'est ça. Il reflète bien l'absurdité du pays des merveilles. Et à l'inverse, on a Si et Am dans La Belle et le Clochard, en 55. Eux, ils sont plutôt méchants. Oui, une malice assez sournoise, c'est vrai. Et puis, comment ne pas parler des Aristochats, 1970. Ah, les aristochats. Là, c'est carrément une famille de chats au centre de tout. Voilà. Et ça explore plein de facettes. Duchesse, l'aristocrate, O'Malley, le chat de gouttière, un peu bohème, les chatons aussi. Et la chanson. Tout le monde veut devenir un cas. Iconique. Elle célèbre cette liberté, ce côté cool, très félin. Après cette période, l'éventail des chats célèbres s'élargit en cornes. Ah oui, énormément. Je pense à Garfield, par exemple, 1978. Le chat roux, paresseux, cynique. Et gourmand. Les lasagnes. Évidemment. Il nous ressemble peut-être un peu, avec nos petits défauts, notre flemme parfois. C'est un miroir amusant, oui. Et puis, il y a des phénomènes un peu différents, comme Hello Kitty. Ah oui, Hello Kitty, c'est d'abord une marque, presque, avant d'être un dessin animé. L'icône kawaii. Exactement. Et plus récemment, on a eu le chapeauté, apparu dans Shrek 2. Ah, lui. Avec ses grands yeux suppliants, mais super malins en fait. Redoutable épéiste. Ah oui, et il ne faut pas oublier les studios Ghibli. Oh oui. Le chat bus dans Mon voisin Totoro. Incroyable création, oui. Ou Gigi, le chat noir un peu sarcastique dans Kiki la petite sorcière. C'est vrai que la diversité des personnalités est énorme. Absolument. D'un côté, t'as le méchant classique, comme Azrael, le chat de Gargamel, Le roux, oui. juste un acolyte, mais il renforce le côté méchant de son maître. Voilà. Et de l'autre, un personnage comme Miaous dans Pokémon. Qui parle. Oui, un Pokémon chat qui parle, qui a ses propres désirs, ses ambitions. Ça brouille les pistes entre animal et humain. Et si on sort de l'animation? Au cinéma, à la télé, en live action? Là aussi, il marque les esprits. On pense à Orangy dans Diamant sur canapé, ou dans Harry Potter. Patène rond Hmm. et mystaigne. C'est ça. Symbole de compagnie ou de surveillance un peu inquiétante pour Mystaigne. Et Jonesy dans Alien. Ah oui, le survivant avec Ripley. Un point d'ancrage presque normal au milieu de l'horreur. Et parfois, il crève l'écran. Salem dans Sabrina l'apprentie sorcière. Le chat noir qui parle, plein de sarcasme. Exactement. Il apportait de l'humour, mais il soulignait aussi souvent les hypocrisies des humains. C'était bien vu. Il y a même cette histoire d'audition de chat noir pour un film d'horreur. Ah oui, une anecdote dingue. Pour une adaptation du Chat noir de Poe en 1961, ils ont auditionné des dizaines de chats noirs. Les photos qui restent sont surréalistes. Ça montre bien la puissance de leur image, non? Ah oui, complètement. Et cette puissance de l'image, on la retrouve où ailleurs? Dans la pub, peut-être? Absolument. La publicité utilise énormément l'image du chat. Parfois, c'est juste un jeu de mots, comme Schwan avec ses signes de rentrée. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais Oui, je vois. souvent c'est pour associer une valeur, la fameuse rhétorique axiologique. Pense au tigre dans le moteur pour SO. C'est pas un chat domestique, mais c'est le félin puissant. D'accord. Et quand ils leur font carrément dire des slogans, pour la nourriture pour animaux, par exemple. Exactement. Le fameux «les chats achèteraient Whiskas». Oui. Quel est l'effet recherché, là? Ça brouille un peu les points de vue. Le chat devient une sorte de consommateur idéal ou de prescripteur. On utilise son image pour valoriser le produit, créer une connexion émotionnelle. Mhm. Et à l'inverse d'ailleurs, les campagnes contre l'abandon, elles utilisent aussi cette voix prêtée à l'animal.
mais pour dramatiser, pour susciter l'empathie en lui faisant exprimer sa détresse. Donc, en résumé, on les voit partout. Héros, méchants, figures comiques, symboles de puissance ou de vulnérabilité. C'est ça. Ces chats de fiction et de pub, ils sont vraiment comme des réceptacles pour nos propres émotions, nos idées, peut-être même nos angoisses. Tout à fait, leur plasticité symbolique est immense. Et ça m'amène à une dernière réflexion peut-être. Françoise Giroud disait On ne possède pas un chat, c'est lui qui vous possède. Ah oui, c'est une citation connue. Cette relation si particulière qu'on a avec eux dans la vraie vie, cet apprivoisement mutuel, un peu mystérieux, est-ce que ça ne continue pas, au fond, de nourrir la façon dont on les imagine, dont on les représente dans nos histoires? C'est une question intéressante, je trouve, pour finir.